En 2015, nous célébrons le 175e anniversaire d'Émile Zola, grand écrivain français de la fin du XIXe siècle. Émile Zola est un grand écrivain français de la fin du XIXe siècle. Journaliste et homme politique, il est considéré comme chef du naturalisme dans la littérature. C'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde. Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Sa vie et son œuvre ont fait l'objet de nombreuses études historiques. Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour les Rougon-Macquart, fresques romanesques en 20 volumes dépeignant la société française sous le Second Empire. Les dernières années de la vie sont marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus. Émile Zola est né le 2 avril 1840 à Paris, 10 rue Saint-Jacques. C'est ici que voit le jour Émile-Édouard Charles-Antoine Zola. Son père, François Zola, ingénieur des travaux publics, était italien, natif de Venise. Sa mère, Émilie Robert, était française, native de Dousdan. En 1843, François Zola reçoit un contrat et la famille des Zola s'installe à Aix-en-Provence. Émile Zola a seulement 7 ans quand son père meurt de pneumonie. Jusqu'à l'âge de 18 ans, Zola faisait bien ses études. Au collège à Aix-en-Provence, il se lie d'amitié avec Jean-Baptiste Baille et surtout Paul Cézanne, qui reste son ami proche jusqu'à 1886. Émile Zola quitte Aix en 1858 et rejoint sa mère à Paris pour y vivre dans de modestes conditions, espérant trouver le succès. Il entre au lycée Saint-Louis, mais Émile Zola recale 2 fois au baccalauréat et sciences en 1859. Ces échecs marquent profondément le jeune homme qui se désespère d'avoir déçu sa mère. Il est aussi conscient que sans diplôme, il va au-devant de graves difficultés matérielles. En 1862, il entre comme commis à la librairie Hachette. La même année, Zola se fait naturaliser. Il commence sa carrière d'un journaliste et collabore avec les journaux Événements, Figaro, Gaulois. En 1864, il fait publier ses premiers romans, La Confession de Claude, Conte à Ninon et ensuite Thérèse Raquin, sa première grande œuvre à succès. Le même 1864, Zola fait la connaissance d'Éléonore Alexandrine Mellet, qu'il épouse en 1870. La famille des Zola s'installe alors 10 rue de Vaugirard. Ses premiers succès d'un journaliste et écrivain lui permettent de se lier d'amitié avec les frères Goncourt, de fréquenter les fameuses soirées littéraires chez Flaubert. Celui-ci, à l'occasion de réunions dominicales, l'introduit après Alphonse Daudet et d'Ivan Turguenieff. La puissance de travail du romancier a fini par porter ses fruits et il peut se retirer au quartier des Batignolles pour y travailler tranquillement. Sa maison 14, rue Condamine, devient un lieu de rencontre des écrivains, journalistes et surtout des peintres impressionnistes dont l'œuvre il défend avec acharnement dans ses articles de critique littéraire. Ce sont Claude Monet, Basile, Renoir, Édouard Manet. Charles Baudelaire et les frères Goncourt venaient aussi souvent chez lui. Émile Zola intègre le groupe des Batignolles et visite les ateliers d'artistes parisiens. La petite population d'artistes se retrouve au célèbre café Guerbois aux Batignolles. En 1869, Émile Zola conçoit un cycle des romans Les Rougon-Macquart où il veut mettre en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart à travers ses différentes générations
et dont chacun des représentants d'une époque et d'une génération particulière fait l'objet d'un roman. De 1871 jusqu'à 1877, il écrit La carrière des Rougon, La Curée, Le Ventre de Paris, La conquête de Plassans, La faute de l'abbé Mouret, Son Excellence Eugène Rougon. En 1877 apparaît son roman de cette série L'Assommoir. L'action se passe dans le quartier La Goutte d'Or. Zola décrit la vie insupportable des ouvriers, de lourdes conditions du travail qui les mènent vers l'alcoolisme. Le roman L'Assommoir avait un succès immense. Tous voulaient le lire, mais les ouvriers lui reprochaient la franchise et la raideur superflue. On commence à le nommer génie de son vivant. Le succès et la gloire lui permettent d'oublier les problèmes financiers. En 1878, il acquiert une petite maisonnette de lapin à Médan, près de Poissy, non loin de la Seine. Jusqu'à la fin de sa vie, il l'embellit et l'agrandit. Il fait construire 2 tours, Nana et Germinal, un pavillon charpentier, un châtelet Paradou sur l'île de la Seine pour y accueillir ses amis. Zola continue la série Rougon-Macquart, une sorte de réponse littéraire à la comédie humaine de Balzac. La vie à Médan était simple et silencieuse. La maison de Médan devient le lieu de rencontre de l'élite littéraire et artistique, écrivains naturalistes et peintres impressionnistes. Les amis les plus proches viennent régulièrement y séjourner, parmi lesquels Vallès, Daudet, Goncourt, Mirbeau, Cézanne et naturellement les 5 auteurs des soirées de Médan. Dans ce lieu paisible, Léon Hénique, Karl Huysmans, Paul Alexis, Henri Séard, Guy de Maupassant et Émile Zola discutent art et littérature. Il leur vient l'idée de produire des récits. Zola se présente comme un écrivain à la fois minutieux et méthodique. Pour la bête humaine, il se procure de documentation et monte dans le train. Pour Germinal, il descend dans les mines. Vers 1889, Émile Zola a été célèbre, reconnu, décoré de l'ordre d'honneur. Il a présenté sa candidature à l'Académie, mais on lui a refusé 19 fois. En 1893, il achève la série Les Rougon-Macquart. De 1894 à 1902, il écrit et publie la série Les 3 villes, Lourdes, Rome, Paris. Il conçoit et écrit la série Les 4 évangiles. Les 4 romans de ce nouveau cycle, fécondité, travail, justice et vérité, découlent directement de la série précédente. Mais le roman La Justice reste inachevé. La vie conjugale de Zola n'est pas tout à fait heureuse. Après 18 ans de la vie avec Alexandrine, Zola tombe amoureux de Jeanne Rosereau, jeune femme de 21 ans. Jeanne Rosereau lui donne 2 enfants. Zola se déchire entre 2 familles, mène une vie double. Alexandrine, enfin, se résigne à cette situation et accepte son statut. Elle s'occupe même des enfants. Après la mort de l'écrivain, elle fait reconnaître les 2 enfants, Denise et Jacques, afin qu'ils puissent porter le nom de leur père. Le romancier intervient dans l'affaire Dreyfus à la fin de l'année 1897. Il se prononce contre la condamnation de l'innocent et s'engage en faveur des Juifs. Jusqu'alors étranger à cette affaire, Émile Zola publie dans le journal L'Aurore une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure. J'accuse. En prenant la défense de Dreyfus, Zola s'oppose ouvertement au gouvernement. À la suite de l'apparition de J'accuse,
Zola est condamné à 3000 francs d'amende et à 1 an de prison. Dès 1898, l'écrivain est l'objet d'un torrent d'articles satiriques, de caricatures, de chansons et de livrer le traînant dans la boue, l'insultant, le diffamant. Il est obligé de partir en exil à Londres. Le 29 septembre 1902, il retourne à Paris dans sa demeure 21 bis, rue Bruxelles. Émile Zola et son épouse Alexandrine sont intoxiqués dans la nuit. Alexandrine reste vivante, Émile Zola meurt. Le retentissement de la mort d'Émile Zola est immense. La presse se fait l'écho de l'émotion qui gagne la population entière. L'hommage est international. Dès les obsèques, Anatole France déclare « Il fut un moment de la conscience humaine ». Une délégation des mineurs de Denain accompagne le cortège, scandant « Germinal, Germinal ». Émile Zola est enterré au cimetière Montmartre. En 1906, ses cendres sont transférées au Panthéon, au fronton duquel est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Depuis 1985, la maison de Médan est devenue un musée. Chaque année, le premier dimanche d'octobre, un pèlerinage littéraire est organisé par la Société littéraire des Amis d'Émile Zola.